as bossé chez Google et chez TikTok, tu peux en Ouais. dire un petit peu plus? J'ai commencé ma carrière là-bas. Pendant 5 ans, en fait, j'étais en CDI, salarié. J'ai commencé ma carrière chez Google. J'ai bossé pendant 3 ans là-bas. J'ai pas quitté TikTok parce que ça se passait mal. J'ai quitté TikTok parce que j'ai toujours eu une petite voix dans ma tête qui me disait un jour, j'irai entreprendre, tu vois. T'as la flamme à l'intérieur là, Exactement, qui bouillonne. j'avais ce truc-là. Peut me permettre de me planter 1 ou 2 ans. C'est pas très grave. Sur mon lit de mort, j'aurais plus de regrets à ne pas avoir essayé que avoir essayé et me planter. Problème que tu as en tant qu'entrepreneur et les problèmes de est-ce que ça c'est une bonne décision, etc. C'est des bons problèmes. Parce que c'est des problèmes que tu t'es choisi en fait. Oui, tout à fait. Quand tu es entrepreneur, ton premier client c'est toi, tu vois. Tu dois bosser sur toi avant tout. Si tu es sans cesse au service des autres, tu es un freelance. Bonjour Maxence. Salut Abder, tu vas bien? Merci, ça va. Merci d'être ici présent avec nous. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Merci à toi pour l'invitation. Bah, écoute, plaisir partagé. Tu es un créateur de contenu reconnu. Hein, donc, quand j'avais regardé un petit peu, tu as dépassé les 600 000 abonnés sur tous les comptes. Ouais. C'est pas plus. Hein. C'est ça. T'as bien compté. Ok. Tu avais déjà travaillé chez Google, chez TikTok en tant que salarié. Ouais. Et après, tu as décidé de quitter cet emploi-là pour aller explorer d'autres aventures, créer des boîtes, entreprendre à ton compte, aller sur la création de contenu, accompagner les entrepreneurs. Donc, c'est ton domaine d'expertise, c'est ça, c'est la création de contenu. Ouais. Donc, on va pouvoir parler en fait de ton domaine d'expertise, mais de toi aussi. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu ce que tu avais fait, comment tu as réussi à percer sur les réseaux, à venir quitter un emploi confortable, prendre des décisions, tes échecs, et aller en fait chercher cette stabilité par la suite. Ouais. Tu es aussi papa Depuis tout récemment. tout récemment. Et du coup, comment tu fais pour équilibrer en fait Alors ça, c'est le papa depuis à peine 1 mois, donc j'aurais Donc, pas forcément la réponse. En tout J'aimerais l'avoir, la réponse. Ok, Ça viendra, j'espère. je peux te donner des petits conseils si tu veux. Avec plaisir. En tout cas, merci d'être ici. C'est à toi. Dans Confidence d'un fondateur, on commence généralement par un petit échec ou un échec marquant, dernier échec qui t'a marqué, et on voulait savoir comment tu as géré cet échec-là, qu'est-ce que tu as appris, comment tu as réussi à s'en sortir, et c'était quoi la suite en fait de cet échec-là. Est-ce que tu as une routine, tu dis là, cet échec-là, j'ai appris quelque chose, mais je dois pas m'arrêter, je dois y aller de l'avant. Est-ce que ça t'arrive ou ça t'est déjà arrivé en fait? Ouais, alors c'est vrai que quand tu me poses cette question, moi, un des premiers trucs qui me vient à l'esprit, c'est le fait d'avoir des échecs, je te disais, quasi quotidiennement, ou au moins toutes les semaines, parce que quand tu crées du contenu, tu publies quelque chose sur Internet, LinkedIn, YouTube, Instagram, en fait, tu t'exposes au grand public et tu t'exposes à ce que ça marche pas. Et ça marche pas au sens, ça fait pas autant de vues, de j'aime, de ce que tu veux que tu avais espéré. Et ça, c'est un truc que je vis tout le temps. Parce qu'en fait, tous les contenus ne marchent pas. Il y en a plein qui sont en deçà de mes espérances. Et ça, c'est le quotidien de tous les créateurs de contenu. Oui. Et c'est en fait toujours se remettre en question, essayer de faire mieux, de trouver ce qui va marcher demain, etc. Et personne n'a la réponse magique. Tout à fait. Il y a des méthodes, il y a des techniques qui permettent d'eux. Mais en tout cas, personne ne peut te garantir d'être viral demain, ça se saurait. Ouais. Mais donc, le fait d'être confronté à ça tous les jours et de se manger un peu des échecs très régulièrement, je pense que ça me désensibilise, entre guillemets. Je le vois parfois avec des clients que j'accompagne, qui vont avoir une vague où d'un coup ça va trop bien marcher pour eux, ils vont faire des centaines de milliers, voire des millions de vues. Et je leur dis toujours, profitez bien parce que dans 1 mois c'est fini. Ok. Au sens où il faut savoir que ça va s'arrêter. Ouais. C'est trop bien, ça marche bien en ce moment, etc. Mais garde en tête que tu vas redescendre, entre guillemets, et tu vas remonter ensuite derrière. Ça et c'est m'est important arrivé, tu vois, ça t'est arrivé, ça arrive à tout le monde. Mais quand t'es dans cette pente ascendante, là, tu te sens, t'as un sentiment de puissance, entre guillemets. Tout à fait. Et en fait, il faut garder en tête que les réseaux, c'est vraiment cyclique, ça monte, ça descend. Et en réalité, le plus important, c'est la discipline de ne pas lâcher quand ça redescend. Ouais. Ce que j'aime bien dire aussi, c'est que la création de contenu, c'est vraiment un jeu où ceux qui gagnent sont ceux qui jouent le plus longtemps. En fait, peu importe si ce que tu fais est bon, là tu vois ton podcast, si tu
t'es au combienième épisode ? Là, je suis au 6e. 6e ? Ouais. Je vais te donner une stat intéressante. 90% des podcasts ne vont pas jusqu'au 10e épisode. Ok. Parce que les mecs abandonnent avant. Avant, ok. Bah, en fait, ils voient pas le résultat et du coup, ils se disent, bah, ça sert à rien que je perds mon temps. Ok. Et alors que si tu en fais 20, 50, 100, au 100e épisode, t'es déjà quasiment sûr d'être... Ouais, c'est ça. Même sans parler de rentabilité, mais de trouver ton intérêt à le faire. Ouais. Bah, j'ai vu ça, c'est Spotify qui m'a envoyé le mail quand j'avais publié 3 épisodes. Ils ont dit, 95% d'épisodes ne font pas de 4e. Ah ouais, tu vois, la stat, elle est encore pire. Voilà, j'ai dit, ok, bah, je vais faire le 4e tout de suite, quoi. Bah ouais. Donc, ouais, c'est vrai que les gens... T'es déjà dans le top 5% des podcasts. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est ouf. Il faut avoir cette volonté de dire, bah, c'est pas grave. Moi, je sais que ma première année, je sais que mon podcast, il va pas faire des miracles parce que je suis sur une niche. Donc, c'est pas au grand public, donc je sais qu'il faut avoir cette régularité-là, il faut publier, il faut apporter de la valeur. Et après, espérant attendre que derrière, avec le contenu que tu avais fait, la régularité, bah, tu commences à être connu un petit peu. Après aussi, c'est la qualité des invités que tu ramènes, donc tu commences un peu dans les paliers, etc. Et ouais, donc c'est un challenge et je le vois surtout que quand on est créateur de contenu, on est exposé. Et du coup, ça t'infecte un petit peu, donc il faut avoir quand même une certaine mentalité, une certaine mental dur, tu dis ok, celle-là elle a fait un flop, c'est pas grave, elle a fait 200 vues, c'est pas grave. Il y en a une qui va faire 6000, il y en a une qui va faire plus. Voilà, c'est comme ça. Très bien, bah écoute, merci pour cette petite anecdote. Et maintenant, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Donc, j'ai fait une petite présentation au début, mais un peu plus en détail, on parle un petit peu de ton parcours. Et qu'est-ce que tu fais pour vivre ? Ouais, bien sûr. Alors, je m'appelle Maxence Tison, j'ai 31 ans, je suis récemment papa, comme je te disais. Donc là, ce que je fais de mon quotidien, c'est beaucoup m'occuper du bébé en ce moment. Okay. Mais sinon, ce qui m'occupe à part ça, donc je suis entrepreneur et créateur de contenu. Les deux, pour moi, sont vraiment liés. Tu vois, je ne me considère pas comme un créateur de contenu à 100%. Et en fait, mon activité d'entrepreneur, elle est... alimenté par mon activité de création de contenu, donc les deux sont vraiment liés. J'ai deux activités. La première activité, c'est celle dans laquelle on est actuellement, c'est le studio qui s'appelle Le Clap. Donc c'est un studio d'enregistrement que vous voyez tous ici actuellement, dans lequel on peut venir tourner des podcasts comme celui-ci, aussi des vidéos en tout genre, du contenu pour les réseaux, etc. Donc ça, c'est un lieu physique à Lille. Et après, j'ai une activité d'accompagnement, de coaching, de formation sur les sujets, justement, création de contenu, réseaux sociaux. Donc, en gros, j'accompagne des entrepreneurs, des indépendants, des coachs, formateurs, etc. à trouver des clients sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, tout ça, en mettant en place une stratégie, un système de création de contenu organique pour alimenter leur activité commerciale. Ok, très bien. Et... Est-ce que en fait, le terme de pourcentage de temps que tu passes sur l'un ou l'autre, est-ce que c'est le coaching qui va prendre plus de temps ou c'est la création de contenu pour tes comptes à toi Alors, je dirais que sur une semaine type, je vais passer 10% de mon temps sur la partie studio ici. Okay. Maintenant, j'ai bien délégué. Tu vois, il y a Eloi, Jalan qui gèrent bien les tournages, etc. Je dirais qu'il y a... 30 à 50% de mon temps qui va être dédié à la création de contenu. C'est quand même beaucoup. Et du coup, combien il reste ? Il reste 40%, on va dire, grosso modo, à mes clients. Okay. Sur la partie accompagnement. C'est souvent au téléphone, en visio, même par message. Moi, je bosse beaucoup sur WhatsApp pour coacher mes clients, etc. Donc ouais, c'est ça aujourd'hui mon quotidien, je dirais. Ok, ça marche très bien. Tu avais aussi, avant de te lancer en entrepreneuriat, tu as bossé chez Google et chez TikTok. Tu peux en dire un petit peu plus ? Ouais, c'est vrai. J'ai commencé ma carrière là-bas. J'ai bossé pendant 5 ans. En fait, j'étais en CDI, salarié, assez classique. J'ai commencé ma carrière chez Google. J'ai bossé pendant 3 ans là-bas. Okay. En France ou Non, c'était à Dublin. Okay. C'est le siège, en gros, européen, enfin IMIA, donc Europe, Middle East, Africa, pour Google, comme beaucoup de boîtes tech américaines qui sont installées à Dublin. Et donc, j'étais là-bas et je bossais... J'étais dans un rôle, dans une équipe de account management, effectivement, donc de gestion de portefeuille client.
Et mon rôle, c'était d'aider des boîtes à bien gérer leurs investissements publicitaires sur Google. Sur la dernière année, surtout, je me suis vraiment spécialisé sur la publicité sur YouTube, qui appartient à Google, pour ceux qui ne le savent pas. Ouais. Et donc vraiment sur la vidéo. Et j'y ai pris goût. Et donc au bout de 3 ans chez Google, je suis parti chez TikTok. Donc c'était en 2020. À l'époque, c'était vraiment le petit nouveau qui était en train d'émerger. J'ai candidaté chez TikTok fin 2019 même. C'était vraiment... c'était avant le Covid, donc ça commençait à peine à arriver. Et j'ai vécu une partie des années folles, je dirais, de TikTok, où le bureau français chez TikTok, il est passé de janvier 2020, 4 personnes, à décembre 2020, 80 personnes. Donc c'était vraiment c'est explosé. L'explosion, tout le monde utilisait, toutes les marques voulaient nous parler, etc. Okay. Donc c'était assez fun. Et j'y suis resté 1 an et demi. Je suis parti fin 2021 de chez TikTok pour me lancer à mon compte. Sur les 2 expériences, qu'est-ce que tu retiens ? C'est quoi les différences entre un mastodonte comme Google qui a sa façon de faire ? Ouais. Ils sont rythmés, ils ont une méthodologie bien établie. Ouais. Au TikTok qui vient d'arriver, est-ce qu'ils ont les mêmes façons de fonctionner ? J'imagine que non. Mais qu'est-ce que tu retiens, toi, de positif ? C'est une bonne question parce qu'en fait, il y a beaucoup de points communs et il y a aussi beaucoup de différences. Okay. Dans les points communs, je vois le business model, déjà, c'est le même. Okay. Tu vends de la publicité à des annonceurs. Donc, en fait, mon métier n'avait pas énormément changé que ça. La grosse différence, c'est que chez Google, je parlais à des clients qui étaient clients Google depuis 5, 10, 15 ans, parfois plus. TikTok, personne n'était client TikTok parce que ça n'existait pas, donc c'était plus un travail de pur commercial, acquisition, leur faire comprendre qui on est, les faire acheter tout simplement. La première grosse différence. Et après, dans la stratégie de la boîte, ce que j'ai ressenti, c'est que Google, tu l'as dit, c'est un mastodonte, et c'est un mastodonte qui fait attention à ne pas faire de bêtises, tu vois. Communication très soignée, on veut être vraiment parfait sur tous les angles, etc. Light. Ouais. TikTok, c'est un peu le rentre-dedans. Comment ? Rentre-dedans. Ouais, c'est un peu rentre-dedans, c'est un peu le... Alors c'est marrant, il y avait j'avais assisté, c'était une visio à l'époque du CEO de TikTok qui avait raconté en gros que la stratégie c'était, c'est comme quand tu joues au billard, si tu tires le plus fort possible, ça rebondit tellement que ça finit par rentrer. C'est un peu... Tu vois, ça décrit un peu la stratégie. Ouais, on va tellement bourriner que ça va rentrer. Okay. Et donc c'est un peu bizarre comme stratégie, bizarre, tu vois, surtout venant d'un Google ou à l'inverse, non, faut pas faire un pas de travers, etc. Mais c'est assez marrant parce que notamment 2020-2021, ces années où TikTok investissait énormément en publicité pour se faire connaître et t'ouvrais YouTube ou t'allais dans la rue, il y avait des panneaux publicitaires TikTok de partout. Donc c'était un peu ça, cette stratégie de on rentre dedans. Ouais, il y avait aussi un différentiel sur les gens qui faisaient en fait YouTube ou Insta. Insta, normalement on n'est pas rémunéré en fait. Ouais. Mais une fois que tu faisais en fait du TikTok, en fait la rémunération en fait, les TikTokers en fait ils voient directement la différence. En fait ils font x3 ou x4 leurs recettes. Ouais. Et du coup, t'avais tout le monde qui faisait un peu sur tous les autres réseaux, ils abandonnent, ils font que du TikTok parce que ça paye bien en fait. Et c'était une des stratégies pour récupérer les créateurs. En fait. Ouais, carrément. C'est vrai que sur les formats courts, pendant longtemps, c'était pas du tout rémunéré. Déjà, ça existait à peine. Tu vois, aujourd'hui, on parle des Reels sur Instagram, des Shorts sur YouTube, mais avant TikTok, ça n'existait pas. Ce qui payait, c'était les formats longs sur YouTube. Okay. Mais ouais, depuis... c'est pas arrivé tout de suite, tu vois, la rémunération des créateurs sur TikTok, ça a mis un peu de temps. Je crois que c'était fin 2021, fin 2022, j'ai un doute. Mais ça a mis du temps, mais par contre, c'est vrai que quand c'est arrivé, surtout les premiers, tu vois, si je peux me permettre l'expression, ils se sont fait des couilles en or parce qu'il y a vraiment eu beaucoup d'argent qui a été alloué aux créateurs de contenu. Et on parlait, tu vois, des 1 euro les 1000 vues, etc. Ceux qui faisaient des millions de vues tous les jours, je te laisse calculer les sommes qui étaient reversées. Donc ça a été une grosse stratégie d'acquisition pour eux. Encore une fois, toujours dans la logique de on fait du rentre-dedans et on est ultra agressif pour aller s'imposer sur le marché. D'accord, ça marche. Et du coup, pourquoi avoir quitté ces TikTok T'as resté 2 ans ? Ouais, TikTok un peu moins, 1 an et demi. Ouais. Ok. Pourquoi avoir quitté TikTok en fait Est-ce que tu as un déclic, tu as eu une vision, tu as eu quelque chose, une envie particulière ? Ouais,
En fait, j'ai pas quitté TikTok parce que ça se passait mal. J'ai quitté TikTok parce que j'ai toujours eu une petite voix dans ma tête qui me disait un jour j'irai entreprendre, tu vois, je ferai quelque chose moi-même. T'as la flamme à l'intérieur là. Exactement, qui bouillonne. j'avais ce truc-là. Et à l'époque, j'avais 27 ans et je m'étais dit, en fait, c'est le bon moment. J'ai acquis un peu d'expérience dans des boîtes sympas. Je suis encore jeune, j'ai pas de responsabilité forte, je peux me permettre de me planter 1 ou 2 ans, c'est pas très grave. Et je me suis dit, surtout, c'est le fameux truc où tu te dis, voilà, sur mon lit de mort, j'aurais plus de regrets à ne pas avoir essayé que avoir essayé et me planter. Okay. Je pense que ça m'aurait rongé, entre guillemets, de passer 10 ans chez TikTok ou chez Google ou même changer de boîte, peu importe, et ne pas me laisser ma chance de me dire, vas-y, essaye, et puis tu verras. Et au pire, tu rates, c'est pas grave. Ok, c'est bien. Il y a une citation que tu répètes souvent quand tu dis, je l'ai retrouvée en préparant le podcast, sur ton lit de mort, t'as rien à perdre en fait, il faut y aller. Ouais, c'est ça, c'est enfin, il vaut mieux avoir il vaut mieux regretter que ça ait pas marché que regretter de pas l'avoir fait, tu vois. Sur ton lit de mort, tu te demandes en fait, c'est un peu des petits carrefours de vie, tu vois, où tu te dis, qu'est-ce que tu as envie quelle direction tu as envie de prendre pour les prochaines années, quoi. Ok, ça marche. Et les premiers pas entrepreneuriales, en fait, tu as commencé par une association avec un pote qui s'appelle Armand. Ouais. Si je dis pas de bêtises. D'où vient en fait cette idée-là de t'associer avec un pote, de créer un business ensemble? Est-ce que enfin, quand on est... Moi aussi, ça m'arrive, quand je suis avec des potes, on est tous, on voit un truc, il faut qu'on fasse ça, c'est un bon projet, là, ça rapporte. On se dit, mais on passe jamais à l'action, en fait. Chacun dans son coin, il fait ce qu'il veut, mais c'est dur de se projeter avec un pote, de dire, on va faire ça, on a peur que ça foire et que ça casse un petit peu notre relation. Ouais, c'est sûr. Toi, voilà, qu'est-ce qu'il y avait derrière, en fait? Il y avait une idée, il y avait quelque chose? Ouais, en fait, donc Armand, c'est un pote que je connaissais depuis longtemps et qui j'avais fait une partie de mes études. Et après, on avait commencé à bosser ensemble chez Google à Dublin en même temps, donc on était aussi devenus collègues. Et au passage, on était colocs quand on était à Dublin, donc vraiment, on se connaissait assez bien. Et lui était comme moi avec cette même... énergie. Tous les deux étaient toujours du genre à, tu sais, même pendant qu'on bossait, avoir des petits projets à côté, des petits side projects, essayer de lancer des sites, des machins, des trucs. Donc il avait aussi cette flamme entrepreneuriale. Et donc en fait, à force de comme toi, tu vas en parler avec tes potes, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. On s'est dit, on a eu cette même réflexion ensemble, tu vois, de dire, vas-y, c'est maintenant, on est relativement jeunes, mais plus tout jeunes, avec un peu d'expérience quand même, on va essayer de faire un truc. Et il y avait chez lui comme moi cette conviction que le monde des créateurs de contenu, c'était un monde encore en friche, tu vois, encore un peu brut, et dans lequel il y avait un potentiel énorme. Et donc on s'est dit, on sait pas exactement ce qu'on va faire, mais on sait qu'on va faire quelque chose dans ce domaine-là. Pour te dire, le tout premier projet, c'était d'aider des créateurs, donc des gros youtubeurs, influenceurs, à lancer des business, genre des produits, des produits, des marques qui pourraient derrière commercialiser, un peu en mode bras droit opérationnel de ces gars-là. Okay. Donc ce qu'on a fait un petit temps, et puis on a testé plein de choses, tu as plein de modèles et de sous-modèles là-dedans, mais toujours avec la conviction forte qui est, aujourd'hui, la création de contenu organique, c'est juste publier gratuitement par opposition à faire des pubs, c'est trop puissant. Okay. Parce qu'aujourd'hui, c'est là où est l'attention, tout simplement. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, tu vas n'importe où, un arrêt de bus, dans le métro, aux toilettes, tout le monde est sur Instagram, YouTube, TikTok, ce que tu veux. C'est là où les gens passent du temps. Donc c'est là où le cœur du sujet est. Tu vois. Ouais. Et je sais que excuse-moi, je t'interromps. Je sais que ton podcast est sur l'IA. Ouais. Et j'ai vu une vidéo il y a pas longtemps qui disait la grande révolution du moment, c'est pas l'IA, c'est la création de contenu. Et en fait, tu as plus de chances de réussir tes projets si tu y mets de la création de contenu dedans, tu décides de jouer le jeu et d'embarquer une communauté avec toi, etc. Alors c'est pas ça vs IA, on en parlera après, c'est ensemble. Ouais. Mais en réalité c'est fort. C'est fort, tu vois, c'est une vraie porte. En fait, il faut bénéficier en fait de l'avantage de l'IA, ce que te donne, ce qui te permet de faire. Parce qu'avant, il fallait faire appel à des coachs, à
à des experts ou même à des gens parce qu'en fait on ne sait pas écrire, on ne sait pas raconter Ouais. de storytelling. Maintenant avec ChatGPT on est aidé en fait, Mhm. on a accès à cette information là, il nous donne un petit peu ce que tu peux faire, des modèles, des thèmes. Et en fait maintenant tu n'as plus d'excuses, il faut juste aller Ouais. se réveiller et dire bah, il faut que je le fasse et passer à l'action en fait, tout simplement. On en revient à ce qu'on disait au début de la discipline de le faire. Voilà, tout à fait, ouais. C'est ça, c'est dire, bah, en fait, le seul frein, c'est toi, en fait, toi-même. Donc, il faut dire, bah, je vais le faire, j'ai rien à perdre, et puis, si ça marche pas, tant pis, puis je passe à autre chose. Ouais. Et dans cette relation-là avec Armand, ton pote, qu'est-ce que tu retiens? Est-ce que c'est bien est-ce que c'était bien, en fait, de se lancer entre potes? Est-ce que tu penses que vaut mieux pas le faire dans le business? C'est quoi ton ressenti? Tu vois, au début, je pense que tous les deux, on se disait... Enfin, moi, au début, ça me faisait peur d'entreprendre seul. Okay. C'est aussi en partie pour ça où je me suis dit, ben, on va faire un truc ensemble et on va partager la charge, la responsabilité à deux plutôt que tout seul. Parce que c'est un monde que je connaissais pas du tout. Mais j'en garde plutôt un bon souvenir. Ça a avantage et inconvénient, tu vois, le fait d'être associé avec quelqu'un, c'est pouvoir... avoir toujours quelqu'un à qui parler, à qui confronter tes idées, etc. Ça, c'est l'avantage. D'avoir quelqu'un aussi avancer plus vite, forcément, parce que t'es deux à travailler. Et l'inconvénient que j'y voyais, je dirais, c'était... je trouve que t'es plus lent, forcément, parce que les prises de décision sont plus lentes, on n'est pas toujours d'accord. Si l'un fait si l'un fait quelque chose, l'autre... va peut-être vouloir modifier un petit peu, changer. Bref, je pense qu'il y a certains moments où je me disais qu'on pouvait aussi... patauger un petit peu, mais un des retours d'expérience que j'ai surtout, c'est que, pourquoi on s'est séparés aujourd'hui, c'est parce que on était trop pareil en fait. On avait trop le même bloc de compétences. Vous n'étiez pas complémentaires. Ouais, exactement. C'était la complémentarité, je pense que c'est un truc qui est ultra important ouais. Et qu'on n'avait pas... On avait vraiment le même profil, l'envie de faire les mêmes choses. Et tu sais, on voulait pas se dire, toi tu fais le sales et moi je fais le produit. Non, on voulait tous les deux être sur les mêmes chantiers. Et donc ça marchait pas. Okay. Ouais, ça revient souvent, cette histoire de complémentarité. Il faut toujours chercher quelqu'un qui maîtrise des choses que tu maîtrises pas. Ouais, c'est ça. Pour être complémentaire. Donc c'est très bien. Du coup, tu avais quand même pu gérer en fait quand même cette relation amitié-business. Ouais. Parce que par exemple, moi, si je travaille avec un pote, pour moi, c'est la rigolade. On va pas être sérieux du tout. Ouais. Quoi. Non, ça va, on arrivait quand même vous arrivez à être bien quand même bosser. sérieux. Heureusement, donc, sinon, donc, pas bien loin. Non, ouais, c'est très bien. Et est-ce que toi, tu le vois comme un échec, en fait, cette expérience-là? Non, je le vois pas comme un échec. Je le vois pas comme un échec. Tu le vois comme un passage, en fait. Ouais, c'est ça. Je le vois comme un... Ça fait partie du chemin pour être là où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Parce que c'est aussi avec lui que j'ai mis vraiment un premier pas, moi en tant que créateur de contenu, à publier des vidéos sur internet. Au début on publiait à deux, et donc sans ça je n'aurais pas lancé un compte solo derrière, je me serais pas spécialisé sur cette activité, etc. Donc au final non, je suis pas du tout un échec, au contraire, je suis très content de l'avoir fait, très reconnaissant aussi envers lui, tu vois, d'avoir fait ce bout de chemin ensemble, etc. Donc, et aujourd'hui on est en bon terme, donc il n'y a pas d'échec pour moi. Ça marche. Et ces débuts-là, comment tu faisais en fait pour aller chercher des clients? Comment tu fais ton acquisition? Parce que c'est dur quand on commence et quand on est jeune de se faire confiance, surtout quand on arrive. Peut-être vous n'avez pas encore percé avec des comptes, avec une audience, avec des stats, on va dire, convaincantes. Est-ce que c'était simple ou c'était dur à aller convaincre les gens de venir bosser avec vous? Je dirais que quand j'ai démarré, ce qu'on a... je vois, il y a deux éléments de réponse. Premier élément de réponse, je pense que tes premiers clients, c'est toujours des gens que en fait, tu connaissais déjà de près ou de loin. C'est rarement un inconnu qui ne te connaît ni d'Ève ni d'Adam qui va dire « j'ai envie de bosser avec toi ». Souvent, un ancien collègue ou une connaissance d'un ancien collègue, quelqu'un avec qui tu avais fait une collaboration dans une ancienne boîte, etc. C'est souvent ton réseau existant, et c'est ce réseau-là qu'il faut activer. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'était passé quand moi je m'étais mis vraiment à poster du contenu sur LinkedIn aussi, là où tu as tout ton réseau professionnel. Les gens, parfois des collègues que tu avais croisés dans ton chemin professionnel il y a 3 ou 5 ans, ils vont dire « Ah tiens, Abder, il fait ça maintenant, j'ai vu son post, ça tombe bien parce que moi j'ai besoin de ça ».
Peut-être que si tu n'avais pas fait ce post LinkedIn, il n'aurait jamais été au courant que c'est ça ton business maintenant. Tout à fait. Et il t'aurait jamais appelé. Si je communique pas, tu n'existes pas en fait. Exactement. Il n'y a personne qui reconnaît un petit peu ce que tu fais. Ouais. Donc je dirais tes premiers clients, généralement, c'est ton réseau existant, de près ou de loin. Tu vois, c'est pas forcément tes potes proches ou tes collègues, mais c'est peut-être réseau un peu élargi. Et après, deuxième chose, on a commencé à en parler, c'est la partie création de contenu, où nous, c'est comme ça j'ai jamais vraiment fait de prospection ou ce genre de choses. C'est parce que je me suis mis à parler de ce que je faisais, à essayer d'aider les gens, donner de la valeur, qu'en fait, les clients ont commencé à venir comme ça. Okay. Pour moi, aujourd'hui, c'est la meilleure manière, et c'est la manière la plus scalable, puisque tu aimes parler de scalabilité. Ouais. Créer du contenu, c'est la manière la plus scalable de créer de la confiance. Créer de la confiance, notamment dans le monde de l'IA où tu disais aujourd'hui tout le monde peut faire des posts avec ChatGPT, avec machin. En fait, pour faire le tri dans tout ça, ce qu'on aime, c'est écouter quelqu'un. Ok, ouais, c'est vrai. Tu vois, plus que tu me poses n'importe quelle question sur le sujet création de contenu, tout ce que tu me demandes là, tu aurais pu le demander à ChatGPT. Tout à fait. Mais tu as voulu te dire, je vais prendre mon temps, je vais venir ici, je vais prendre mon vélo, ma voiture, on va parler pendant 1 heure. Oui, tout à fait. Ouais, donc, en fait, c'est pas faux. La notion de confiance, elle est aussi paradoxalement, parce que j'en sais 1000 fois moins que ChatGPT. Ouais. Mais tu as quand même envie d'avoir de l'expérience humaine de quelqu'un, tu vois. Ah, c'est bien. Ouais, c'est clair. C'est à 100% d'accord. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts, donc, parce que moi, je cherche les gens qui parlent. Et le texte, j'ai des doutes, en fait. Est-ce que c'est vraiment toi qui l'as écrit ou c'est peut-être ton stagiaire Ouais, c'est clair. Est-ce que peut-être une IA qui l'a fait, un agent, on ne sait pas. Ouais. Et pendant ces moments-là, de chercher, en fait, à percer, chercher son marché, chercher la stabilité, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des moments de doute où tu as dit, là, je ne sais pas où j'en suis, j'ai envie d'arrêter? Moi, ça m'arrive. Hein. Moi aussi. Tous les jours, il y avait un invité qui était là à ta place. Il me disait, c'est François, il me disait, entreprendre, c'est de tous les jours, en fait. Ouais. Lui, ça t'arrive comme ça, tu dis, je suis là, je suis bien, tu doutes. Je suis bien, tu doutes. Montagne russe, quoi. Comment ça t'arrive? Ouais, bien sûr. Ouais, en vrai, très, très, très souvent. Et puis, douter de... Est-ce que c'est vraiment bien de bosser avec tel client? Est-ce que ce prix-là, c'est le prix que je devrais faire? Est-ce que c'est pas trop cher, pas assez cher? Est-ce que je vais dans la bonne direction? Est-ce que cette personne, je dois vraiment la recruter? Est-ce que je devrais pas plutôt déléguer ça? Est-ce que ce que je fais, c'est vraiment utile ou pas? Enfin, il y a plein de questions que tu peux te poser, tu vois. Mais comment tu fais, en fait, dans ces moments-là pour garder le fil? Pour dire, là, je dois tenir et il faut que j'avance et j'ai pas le droit au doute. Moi, je dis, il faut que ça passe ou ça passe. Et pas ça casse. Ouais, c'est un peu ça. Je dirais aussi, ça me fait penser à la stratégie du bien. C'est tu tires le plus fort possible. Il y a ça, il y a te rappeler pourquoi tu le fais. C'est bien, ouais. Tu sais, moi, je vais te faire une confidence. Quand je suis vraiment... alors, ça m'est pas arrivé depuis un moment, mais dans les phases de gros doutes, où je suis en mode... Surtout le projet entrepreneurial, etc. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais? J'ouvre LinkedIn et je vais voir les offres d'emploi. Je vais dire, si j'arrête, qu'est-ce que je fais? Okay. Et là, je regarde les trucs et je dis, il n'y a rien qui me donne envie. Genre vraiment, aucune offre où je me dis, stylé, j'aimerais bien bosser sur ça. Ouais. Peut-être que, je sais pas, peut-être que c'est égoïste ou égo trip ou je sais pas quoi, mais en fait, je me dis, c'est quoi l'alternative? Et en fait, comme les autres trucs, ça me donne pas du tout envie, je me dis, en fait, c'est ça que je dois faire. Et donc, ça me redonne de la motivation en me disant, mais en fait... Et ça remet aussi du cadre de dire, c'est les problèmes que tu as en tant qu'entrepreneur, les problèmes dont je viens de parler, pas le fait de devoir faire faillite ou autre, mais les problèmes de est-ce que ça c'est une bonne décision, etc. C'est des bons problèmes. Parce que c'est des problèmes que tu t'es choisi, en fait. Oui, tout à fait. Donc c'est un luxe aussi de pouvoir se dire... est-ce que c'est une bonne recrue cette personne ou pas? Comment je peux faire pour développer la boîte? Faut voir ça comme un jeu, tu vois. Et c'est un luxe de pouvoir jouer à ce jeu, parce qu'il y a plein de personnes qui peuvent pas y jouer, tu vois. Tout à fait. C'est marrant parce que moi c'est l'inverse, en fait. Ah ouais? Moi je regarde LinkedIn et en fait je me suis dit, ou pire, qu'est-ce que je risque? Et en fait je vois des offres, je me suis dit, oui, il y a du travail pour moi, donc même si je foire, c'est pas grave. Et ça te donne envie ces jobs-là? En fait, non, mais je me suis dit, il y a une sécurité. Au pire, si j'arrive pas, j'ai quand même une matelas de sécurité. J'ai un poste où je vais aller bosser en CDI et puis j'ai de quoi vivre. C'est-à-dire que je me suis dit, pourquoi j'ai peur, en fait? Je dois me lancer et puis au pire, je prends un CDI et puis voilà.
Je me calme un petit peu. Ouais, carrément. Non, mais c'est vrai que cette réflexion-là, je me l'étais fait aussi au début quand je m'étais dit est-ce que je me lance ou pas, est-ce que je quitte mon CDI ou pas. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, je m'étais dit qu'est-ce qui se passe si je quitte, je lance un truc et ça marche pas. En fait, tu fais marche arrière et tu reviens dans un CDI. Voilà, donc en fait, tu reviens à la situation initiale dans laquelle tu étais. Voilà, tout à fait. Tu auras perdu 6 mois, 1 an, 2 ans max. C'est pas la mort. Ouais, c'est pas... Et c'est pas perdu d'ailleurs, parce que c'est de l'expérience que tu peux valoriser. Mais oui, cette réflexion-là, elle vaut le coup. Ouais, c'est bien. Et du coup, là, est-ce que toi, tu as des routines pour dire, pour garder le fil, je dois faire, tu as une routine qui te motive pour avoir le mood entrepreneurial tout le temps? Rester focus. C'est une bonne question. En vrai, pas trop, j'ai l'impression. tu fais au... Non, alors si, je dirais une routine que j'ai et que j'essaye de suivre, c'est, tu vois, tu me demandais tout à l'heure mon organisation dans la semaine. Un truc que j'essaye de faire, c'est que je coupe mes journées en deux. Le matin, c'est pour moi, au sens où c'est pour mon contenu, c'est de l'interne, c'est pour améliorer mon business, mes process, me faire connaître, etc. Et l'après-midi, c'est pour les autres. Donc c'est l'école client, je réponds aux demandes, on bosse sur les projets clients, etc. Et en fait, ça me permet, parce que quand tu es entrepreneur, ton premier client, c'est toi, tu vois. Ouais. Tu dois bosser sur toi avant tout. Parce que si tu es sans cesse au service des autres, tu es un freelance. Ouais, tu ne peux pas faire grossir une activité. C'est bien d'être freelance, tu vois, mais si tu veux vraiment développer ça, tu es obligé d'avoir ton truc à toi. Ouais. Et si tu prends pas de temps pour bosser sur ton truc à toi, comment je l'améliore, comment je le fais connaître, comment je vends ce truc-là, tu restes freelance. Et encore une fois, j'ai rien contre le freelance, c'est bien, je l'ai été aussi freelance, mais c'est pas scalable, tu vois, par définition, tu vends ton temps, etc. Oui. Donc j'essaye de mettre un point d'honneur à vraiment prendre du temps pour moi, pas au sens je me fais des massages et des spas, mais prendre du temps pour le business, tu vois, de dire je mets du temps et je dédie des ressources à améliorer les process, chercher des nouveaux clients, créer du contenu, puisque pour moi c'est une manière de chercher des clients, etc., etc. Mais c'est bien aussi de prendre des massages et des spas pour la créativité. Aussi, ça fait du bien aussi. ça relaxe et ça remet la réflexion en marche. C'est ça. Non, très bien, très bien. Il y a une méthode qu'on appelle la méthode Maxence, je l'ai notée. Tu disais ChatGPT pour structurer et Canva pour capter l'attention. Ouais. En quoi ça consiste réellement ? Ouais, alors t'as sûrement pris ça d'un dernier post que j'ai fait sur Insta, où en fait, pour le coup, cette méthode, c'est relativement simple. C'est juste le fait d'utiliser ChatGPT pour la forme et Canva, que tu connais, un logiciel pour créer des visuels, ChatGPT pour le fond et Canva pour la forme. Donc c'est le fait d'utiliser ces deux outils-là de manière connectée. Je savais pas où tu allais m'emmener avec la méthode Maxence Stylisme. Ça, c'est effectivement un des trucs que je mets en avant. Si tu veux, on peut parler plus en profondeur de la vraie méthode, tu vois, que j'applique avec mes clients pour aller chercher pour les se rendre visibles sur les réseaux. Tu vois, tu me posais des questions tout à l'heure là-dessus. Non, mais surtout, on a du contenu, on peut avoir du contenu par ChatGPT, mais c'est pas donné à tout le monde qui va le mettre en forme et que ça soit viral en fait. Ouais. Donc il faut quand même une stratégie, il faut capter cette attention-là, les 10 premières secondes, ça compte, il faut avoir des hooks, etc. En fait, c'est de ça que je parle en fait. Ouais, alors ça pour le coup, effectivement, moi ce que je conseille à tous les entrepreneurs qui veulent créer du contenu, c'est de ne pas chercher à réinventer la roue. D'accord. Peu importe ton domaine, ton activité, ton objectif, t'es pas le premier à vouloir te rendre visible sur les sujets fitness, finance, RH, peu importe. Il y a des centaines, si ce n'est pas des milliers d'autres personnes comme toi qui ont le même objectif que toi. Donc va regarder ce qui se fait déjà. En d'autres langues aussi, hein. En anglais, en d'autres langues. Ouais. Encore mieux en d'autres langues, parce qu'il y a encore plus de personnes. Ouais. En plus de ça, les anglo-saxons américains généralement sont plus en avance sur nous sur plein de sujets. Donc va regarder ce qui se fait. C'est pareil en start-up. Hein. Tu lancerais pas une start-up sans aller regarder ce qui se fait sur le marché. En création de contenu, c'est pareil. Tu vas regarder, admettons, tu veux devenir une référence sur les sujets IA, ok, on va regarder c'est qui les top 10 des influenceurs créateurs de contenu sur les sujets IA. Qu'est-ce qu'ils font ? De quel sujet ils parlent ? Comment ils en parlent ? Comment ils packagent l'information qu'ils transmettent ? C'est quoi les accroches qu'ils vont utiliser ? C'est quoi les formats ? Bref, il y a plein de choses que tu peux aller décortiquer pour en fait, toi, te faire ta propre base de données mentale de qu'est-ce qui me parle à moi, qu'est-ce qui me correspond, quels sont les éléments que je veux transmettre derrière. Et tu vas
venir prendre des contenus qui t'inspirent, les repackager à ta sauce, et dire, bah tiens, il y a tel créateur qui a parlé de, je sais pas, le dernier outil de VO de Google pour faire des vidéos, il a utilisé telle accroche pour capter l'attention, il a fait son montage comme ça, etc. Bah moi, je veux aussi faire une vidéo là-dessus, ça lui appartient pas, le sujet, il est grand public. Ok, bah je vais regarder comment lui, il a fait pour que ça ait si bien marché, et je vais essayer d'utiliser des ingrédients de son succès pour que moi aussi, ça marche bien. Ok. Donc c'est ça un peu la logique, tu vois. Donc c'est le but, c'est de la rétention en fait. En vrai, tant que la personne qui regarde reste jusqu'au bout de la vidéo, en fait, ça la rend visible sur les moteurs de recommandation. Et donc il y a plus de monde qui la voit. En réalité, c'est ça en fait. Exactement. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Et en fait, le but du hook, c'est qu'il reste encore jusqu'à la fin. Exactement. Alors quand il y a une histoire avec pour qu'il puisse dire, bah, j'ai déjà envie de savoir ce qui se passe jusqu'à la fin en fait, j'ai envie de connaître la fin. Ouais. Et puis je continue la vidéo jusqu'à la fin et puis j'ai un call to action en fait, j'ai un appel à l'action pour s'abonner ou faire quelque chose, ou acheter un produit. Et derrière, bah, comme j'ai regardé tout, bah, ça au vu de l'algorithme, c'est bien en fait, ça permet de la faire sortir à d'autres personnes parce que pour lui, il estime qu'elle est intéressante parce que des gens la regardaient en entier. C'est ça. Hein. Exactement. Ouais. En fait, ça, t'as tout compris. Et pour aller plus loin, ce qu'il faut comprendre, et ça, c'est aussi ce que j'ai appris de mon passage chez Google et TikTok, c'est comment fonctionnent ces algorithmes-là. Ces algorithmes, ils servent des objectifs d'entreprise. Prenons l'exemple de Instagram. L'objectif d'Instagram, c'est quoi ? C'est de faire du chiffre d'affaires. Comment on fait du chiffre d'affaires ? On vend des pubs. Comment on fait le plus de chiffre d'affaires possible en vendant des pubs ? Bah, il me faut un maximum de personnes qui passent un maximum de temps. Donc on va confectionner un petit algorithme pour faire en sorte que les gens restent le plus longtemps possible sur Instagram. Donc, tous les gens qui publient des vidéos, il y en a qui vont publier des vidéos sur lesquelles les gens restent pas, ils swipent. Bah ceux-là, je les aime pas, parce que en fait, ils jouent pas mon jeu de faire rester les gens. Ouais. Et il y a d'autres gens qui postent des vidéos captivantes, les gens restent jusqu'au bout, ils adorent, ils like, ils commentent. Bah ceux-là, je les adore, je vais les chouchouter, je vais les montrer à encore plus de monde. Et en fait, si tu as compris ça sur l'algo, tu as tout compris. Ouais. Mais c'est dur en fait d'avoir cette partie storytelling en fait quand on est sur des domaines de niche, on est là pour apporter de la valeur. Du coup, bah, il faut voir en fait ta façon de publier, il faut avoir une stratégie d'avoir le hook, l'histoire jusqu'à la fin, le call to action, et à chaque fois pense à le faire tout le temps. Ouais. C'est quand même compliqué, mais c'est la recette en fait. Je sais pas si on peut appeler ça la recette secrète d'un contenu qui réussit en fait. Ouais, je sais pas si c'est une recette secrète, mais c'est sûr que c'est la recette. C'est pas secret du coup, tout le monde la connaît. Voilà, maintenant ça y est, c'est plus secret. Ça l'était jusqu'à maintenant. Non, mais en tout cas, oui, c'est la. En fait, ce que j'aime bien dire, les réseaux sociaux, créer du bon contenu, c'est simple, mais c'est pas facile. Ok. Tu vois la diff au sens où c'est simple, c'est pas compliqué techniquement, mais par contre, ce qui est pas facile de le faire, c'est de le faire régulièrement. Et on en revient toujours à la question de discipline, de est-ce que tu as la force de faire ça régulièrement. Parce que publier une bonne vidéo, c'est pas dur. En publier 100, c'est là où tu commences à construire un vrai truc. C'est bien. Et d'où tu trouves toi les idées pour la création ? Est-ce que t'as une façon de trouver de l'inspiration, ou tu fais comme tu dis, tu regardes un petit peu ce qui se fait à gauche à droite. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup sur ce que tu fais quand tu compares les vidéos flop vs viral vs flop. J'adore ça parce qu'en fait tu vois directement la différence. Là tu te fais toi-même ton avis sans que tu en parles en fait. Ouais, c'est clair. T'as même pas besoin de dire pourquoi ça se viral et pourquoi c'est flop. Ça se voit direct. Parce que toi ça te donne envie de regarder l'autre et pas l'autre en fait. Et là tu apprends qu'il y a quand même des techniques à mettre en place en fait. Mais ces idées-là de comparer, comment tu trouves en fait ces idées-là pour toi ? Ouais, bah alors c'est un mix de pas mal de choses. Il y a effectivement il y a un gros travail de recherche. Et quand je dis de la recherche, c'est effectivement aller regarder sur les réseaux sociaux quels sont les formats, les sujets, les techniques qui sont utilisées pour capter l'attention. Tout ce que moi j'essaye d'apprendre via mon contenu en montrant ce genre de vidéos ou via mes clients que j'accompagne, évidemment j'essaie de l'appliquer moi-même pour mettre en place du bon contenu tout simplement. Donc il y a ça, et après il y a aussi ça va être ça combiné à aussi ton expérience un peu du quotidien. Parfois ça m'arrive très souvent
d'avoir justement un rendez-vous client qui va me dire mon problème en ce moment c'est ça, et de me dire ok si toi tu as ce problème, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont ce problème, je vais faire un contenu pour répondre à ce problème. Donc en fait c'est confronter, matcher la réalité avec ta présence digitale, de dire tiens il y a une personne qui m'a demandé ça, c'est que le problème il est là, et que si la réponse que je te donne à toi dans l'appel de consulting, en fait il y a plein de questions, plein de personnes qui se la posent, donc ça peut m'alimenter en termes d'idées de contenu. Ok, ça marche. Là, en parlant justement de ce client-là, est-ce qu'il y en a qui demandent à justifier les ROI en fait? Qu'est-ce qu'ils vont gagner derrière? Parce que c'est dur dans la création de contenu. Ça dépend. De prouver que tu fais une vidéo virale et que ça t'apporte autant de chiffre d'affaires. C'est pas possible. Ouais. Ça dépend. Ça dépend quel est ton objectif sur les réseaux. Tu vois, en off, juste avant, je te disais mais pourquoi tu fais ce podcast? C'est quoi ton but et tout? Parce que c'est sûr que ce podcast-là, si là aujourd'hui, tu vois, et on en parlait de comment tu peux le lier à ton activité, etc. Ouais, tout à fait. Le but, c'est que ça t'amène des clients. Et c'est ce que moi j'essaye de faire au quotidien, d'installer un vrai système de clients pour créer, te rendre visible, capter l'attention, amener les gens dans ton écosystème et convertir avec une bonne offre et un bon système de vente. Ça, c'est ce que j'ai appelé le système 3C, tu vois, créer, capter, convertir. Le but du jeu, c'est justement d'y voir un ROI. Et c'est d'ailleurs, moi, on en parlait un petit peu, le piège dans lequel je vois beaucoup de créateurs tomber, beaucoup d'entrepreneurs plutôt tomber, c'est de se dire, je vais devenir créateur de contenu, jouer au jeu du créateur de contenu, faire plein de vues, faire plein d'abonnés, etc. Et en fait, au bout de quelques mois, regarder dans le rétro et te dire, mais en fait, à quoi ça m'a servi tout ça? Pourquoi j'ai fait tout ça? Et si là, tu te dis qu'effectivement, ça t'a pas servi à grand-chose, c'est que t'es parti dans la mauvaise direction. Et c'est pour ça que la toute première question à te poser, c'est vraiment toujours, pourquoi je fais ça? C'est quoi mon but? Quel est vraiment le truc concret que je veux atteindre? Les 5 pourquoi, je sais pas si... Ouais. Du pourquoi. Et Toyota, c'est ça, pourquoi. Mais c'est un peu ça aussi. Parce que tu vois, tu m'as dit, je t'ai dit pourquoi tu fais ce podcast? Je veux développer une communauté. Pourquoi? Parce que je veux des futurs clients pour mon truc. Là déjà, tu commences à rentrer dans le vrai. Parce que, en fait, faire des vues, avoir plein d'abonnés, avoir une communauté, c'est jamais la finalité. Les likes, les vues, ça paye pas le loyer. Ouais, tout à fait. Tu vois, ce que tu veux, c'est développer un business. Évidemment. Sauf si t'es un... Il y a des gens, tu vois, t'es un artiste, tu fais ça pour le beau, presque par philanthropie. Et bien souvent, c'est pas ça. Okay. On est là pour développer une activité professionnelle. Ok, ça marche très bien. Est-ce qu'il y a une stratégie, en fait, pour rester toujours viral, toujours visible sur les réseaux? C'est quoi? Est-ce que peut-être il faut poster tous les jours? Est-ce que le plus intéressant, c'est la vidéo, le contenu qu'il y a dedans, il faut que ça soit intéressant? C'est quoi la meilleure... Ou est-ce qu'il y a un cocktail de tout ça? Ouais, je pense que c'est un cocktail de plein de trucs. Ouais. Comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas la recette de la vidéo virale, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui peut te dire fais ça et je te garantis que tu fais 1 million de vues. Okay. Ça n'existe pas. Je pourrais te garantir potentiellement de dire fais ça pendant 90 jours, teste ça, améliore ça, et au bout de 90 jours, tu auras ça. Ok. Est-ce que le mythe de dire poster tous les jours, c'est indispensable? Est-ce que c'est toujours vrai, maintenant en 2025? Ça dépend, c'est quoi le mythe? Si tu postes pas tous les jours, tu n'existes pas. Ou c'est indispensable pour que tu puisses être viral? En fait, c'est pas que c'est indispensable, mais c'est que c'est la meilleure manière de mettre le pied à l'étrier de la création de contenu. C'est la meilleure manière. Pourquoi? Parce que c'est la manière... C'est comme ça que tu apprendras le plus rapidement sur ce qui marche et ce qui marche pas. Si tu postes tous les jours, en 1 mois, tu auras posté 30 contenus, soit plus que ce que tu aurais posté en 6 mois si tu postais 1 fois par semaine. Okay. Mais sur des business, par exemple, pour les entreprises, c'est dur quand même de poster tous les jours. Parce que quand ceux qui font de lifestyle, c'est facile. Il se réveille, il va à la salle, il se prend un selfie, il monte dans sa voiture, il met une musique, il fait ça, c'est facile à poster tous les jours. Par contre, pour apporter de la valeur sur des posts, quand on est sur une niche, sur une expertise par exemple, c'est compliqué quand même de venir faire cette réflexion, de poster quelque chose de qualité tous les jours.
Sinon, on finit par faire des déchets et on fait du coup l'effet inverse, en fait. Les gens ne s'intéressent plus, en fait. À moins que d'être 50. Ouais, bien sûr. Mais moi, je pense vraiment que les sujets sont infinis. Vraiment, quand tu commences à créer du contenu, trouver des idées, c'est jamais le problème. Le problème, c'est plus comment je priorise, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en avant sur ce que je fais, etc. Tu peux me donner n'importe quelle niche ou secteur d'activité, il y a de matière à créer du contenu tous les jours. Ok, donc une story, ça passe aussi. Ouais, ça peut être une story, si tu veux, mais même un contenu, même un Reels, tu vois, même une vidéo, il y a de quoi faire. Tu parlais d'IA ou même de RH, de ce que tu veux. Tu peux parler des actus du moment, tu peux parler un cas client que tu as eu récemment, une question qu'on t'a posée en rendez-vous, une nouvelle offre que tu es en train de sortir, une nouvelle recrue. Enfin, tout est matière à contenu. Ça marche, très bien. Toi aussi, en parallèle de ça, tu as monté aussi une boîte qui s'appelle Premier Plan. Ouais. Sur laquelle tu accompagnes des CEO, des entrepreneurs sur de la création de vidéos. Ouais. Donc je pense que c'est le but aussi d'avoir fait le studio de podcast pour les accompagner aussi sur du podcasting. Ouais. Le but c'est derrière, en fait, c'est de augmenter leur personal branding, en fait, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est un atout secret, en fait, pour tout entrepreneur pour rendre visible son activité? Ouais. Ouais, en fait, le but, c'est tout simplement de effectivement te rendre visible dans le digital pour permettre de développer ton activité. Donc, le personal branding, c'est utiliser, en gros, c'est appliquer toutes les techniques, méthodes, stratégies du branding. Donc, c'est en gros comment je me rends sexy aux yeux de mes clients, appliqué à la personne, donc au personal branding, plutôt que de l'appliquer à une marque, à une entité. C'est l'appliquer à Abder ou à Maxence. Donc c'est réussir à donner envie aux gens d'entrer en contact avec toi, d'interagir avec toi, de transmettre tes valeurs, transmettre de la valeur. Tellement de valeur qu'ils ont envie de dire tiens, ce gars-là, il a l'air intéressant, j'ai envie de bosser avec lui. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, c'est tellement plus facile de prendre la parole en tant que personne qu'en tant qu'entreprise. On en parlait tout à l'heure, moi en tant qu'humain, les humains sont intéressés par d'autres humains. Je suis intéressé par Elon Musk, plus que par Tesla ou SpaceX ou peu importe. Tout à fait. Aujourd'hui, tous les plus grands fondateurs de boîtes, ils ont plus d'abonnés que leur boîte. Ok. Tim Cook, Jobs, Musk, Mark Zuckerberg, etc. Ils ont plus d'abonnés que Instagram lui-même sur Instagram. Instagram, c'est vrai. Tout à fait. En fait, c'est humain, tu vois, d'être intéressé par des humains. Okay. Et si tu es... ça s'adresse à la fois à des CEO de boîtes, de startups, etc., comme j'en accompagne quelques-uns, mais c'est encore plus puissant, je dirais, quand tu es en phase de lancement de ton entreprise, de ton activité. Parce que si tu... je sais pas, si tu crées une marque, même si tu crées une marque de... sortir un truc con, une marque de t-shirt. Je vais l'appeler Abder. Et moi, si je veux communiquer sur cette marque-là, c'est une marque qui n'existe pas. C'est un mythe, c'est dans ton esprit. Okay. Par contre, toi, tu existes. T'es là, t'es un humain, tu prends la parole, tu vas me raconter l'histoire de cette entreprise, pourquoi tu crées tes t-shirts comme ça, comment t'as fait tes designs, comment t'as choisi tes fournisseurs, etc. Et ce qui m'intéresse, c'est l'humain derrière l'entreprise, plus que la marque. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, surtout sur des projets en phase de lancement, et c'est pour ça que tu te retrouves avec parfois des créateurs, des influenceurs, des gens qui créent beaucoup du contenu, qui arrivent à lancer des boîtes du jour au lendemain, parce qu'ils ont déjà un personal branding si fort. Ils ont une communauté derrière. En fait, ils ont préparé leur audience avant de commencer leur business, en fait. Exactement. Un autre très bon exemple, c'est Anthony Bourbon. Oui. Ce qu'il a fait avec Blast. Avec Blast. S'il n'avait pas eu une telle notoriété grâce à Qui veut être mon associé, à Feed avant et à tout son contenu sur les réseaux sociaux, Blast, ça aurait été qu'une autre boîte d'investissement comme les autres et ça n'aurait pas du tout eu le succès que ça. Ouais. Donc c'est parce qu'il a déjà... Et d'ailleurs c'est très fort parce qu'il part d'un entrepreneur où il fait de la poudre, grosso modo alimentaire, à je monte un club d'investissement.
Ouais, c'est quand même... grâce à son personal branding. Tout à fait, ouais. Donc c'est quand même assez puissant. Ouais, je pense que sa qualité, c'est de rassembler les gens autour de lui et d'aller les motiver, en fait. Donc, il arrive à attirer les meilleurs, en fait. Ouais. Donc, ouais, il a une aura forte. D'après ce que je vois, ouais, très bien. Est-ce que toi, tu as des anecdotes des gens que tu as accompagnés? Tu as vu que grâce en fait, à ce personal branding, ils ont vu la différence rapidement? Ouais, alors de qui je peux te parler je peux te parler de l'exemple de Dany, tu vois, je t'en parlais en off, qui est un de mes clients que j'ai accompagné sur les sujets IA justement. Ok. Dany, c'est un mec qui est venu me voir l'année dernière, quasiment, c'était un peu avant, c'était en mai-juin, en me disant j'arrête mon job il était média buyer, tu vois, dans Ok. une agence, faisait de l'achat média, Google, Facebook, tout ça. J'adore l'IA, je consomme de l'IA matin, midi et soir, je pense que c'est l'avenir, je veux m'investir là-dedans, je veux créer du contenu et devenir une référence là-dedans. Ok, let's go, faisons ça. Et donc c'est le mec dont je te parlais qui aujourd'hui en cumulé, il est à 70 000, 80 000 abonnés je crois. On a réussi à créer plein de vidéos. Combien de temps à peu près? Alors on a eu ses premiers 10 000 abonnés en 3 mois. Ok. Et là... ouais, en 6 mois, je crois qu'il était à 40-50 000 abonnés en tout. C'est pas mal. Et là, maintenant, il est à 80 000, un truc comme ça. Ok. Et donc, et avec les opportunités qui vont avec, où il a un système, comme on en parlait tout à l'heure, qui est simple, qui est je crée du contenu pour me rendre visible sur les sujets IA. Je capte l'attention via mon profil et via des ressources gratuites que je vais offrir, des outils, des trucs comme ça à mon audience. Et je convertis avec une offre qui est j'aide les entreprises à implémenter l'IA dans leur entreprise via ce que je peux leur apporter, etc. Et donc il a réussi en un an non seulement à réussir complètement son revirement de carrière, mais surtout à construire une grosse audience de personnes fédérées autour de l'IA, à développer un business grâce à ça. Aujourd'hui, c'est même associé avec quelqu'un pour prendre un peu plus d'ampleur sur la livraison vraiment des services chez ses clients, etc. Mais donc, ouais, c'est une bonne success story, je dirais, qu'on a pu avoir avec lui. C'est pas mal. Et quel type de contenu qu'il crée? C'est des vidéos YouTube ou des shorts? Plutôt des vidéos courtes. Il est surtout présent sur Insta, LinkedIn, TikTok. Ok. Même vidéo partagée sur les différentes plateformes, évidemment. Ok. Mais donc où il va parler des nouveautés dans le monde de l'IA, des outils, il va partager des prompts de ChatGPT, comment faire ci, comment faire ça, etc. Et en fait, il se positionne comme une personne qui... Enfin, non seulement... Il y a un autre truc dont on n'a pas parlé, c'est le fait de créer du contenu tous les jours sur le sujet. Lui qui, pour rappel, n'était pas de base un grand spécialiste IA, il l'est vraiment devenu. Parce que forcément, tous les jours, tu es au taquet sur tout ce qui sort, tu testes les choses, tu testes les outils, les nouveautés, les machins. Forcément, il est aujourd'hui, il en sait plus que 99% de la population sur l'IA. Sur l'IA, sur l'usage de l'IA, en fait. Exactement. Okay. Parce qu'en fait, il y a une différence entre... Parce qu'en fait, maintenant, ce qu'on voit sur les réseaux, c'est qu'il y a des gens qui se réclament expert IA. Ouais. Mais généralement, dans le domaine tech, quand on dit expert IA, c'est quelqu'un qui crée des modèles de machine learning. Lui, clairement, c'est pas ça. Ouais. Et après, on a des experts dans l'usage de l'IA, en fait. Ouais. Donc lui, il sait quelle IA il faut utiliser, comment l'utiliser, il sait les nouveautés. Chez des clients, connecter des choses. Voilà, c'est pas du tout un développeur. C'est de la mise en place de Exactement. cette IA qui est déjà faite par des experts IA, en fait. Exactement. Ok. Ah ouais, je vois. Et est-ce que toi... dans ton accompagnement, est-ce qu'il y a des types de contenus qu'il faut faire pour des types de business? Par exemple, c'est pas tout le monde, il vient, tu dis, fais un podcast. Est-ce que il n'y a pas un truc à calquer comme ça? Tu viens, c'est quoi ton business? Fais un podcast. Ou fais YouTube. Est-ce qu'on dit, ok, pour ton business, toi, je pense que c'est les shorts, il faut pas les faire. Peut-être il faut partir sur du format long. Pour toi, peut-être c'est un podcast, c'est des shorts. Est-ce qu'il y a des spécificités par type de domaine ou ça dépend la personne et son souhait? Non, il n'y a pas vraiment de spécificité, mais par contre, je dirais pas que ça dépend de la personne. Ça dépend plus de ce que veulent les gens. Tu cherches. Tu vois, moi, je serais plutôt partisan de dire presque peu importe ton activité, ton domaine, ton secteur, tu dois faire du contenu court sur Instagram, LinkedIn, YouTube, tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est la meilleure manière de te rendre visible à des personnes qui ne te connaissent pas déjà. En fait, le podcast, ce que tu fais là, c'est un super moyen pour que les gens qui nous écoutent,
ils créent un vrai lien émotionnel, entre guillemets, avec toi, qui t'ont écouté depuis 5 autres épisodes potentiellement, un petit peu avec moi parce qu'ils me découvrent, mais par contre, ce qui est très difficile sur le podcast, et tu y es confronté, c'est de te faire connaître en tant que podcast. Parce que les plateformes Spotify, Apple Podcast, c'est pas du tout les mêmes algos que Insta, TikTok, et ils vont pas du tout mettre en avant des nouveaux podcasts. Oui. Donc, tu es confronté à ce problème-là. Et tu as de l'autre côté du spectre des plateformes comme Instagram, TikTok, qui, elles, sont très bonnes, très utiles pour te faire connaître, parce que l'algo fait qu'il s'en fout, même si tu as 2 abonnés, il peut te montrer à 20 000 personnes. Mais par contre, là, sur ces plateformes-là, c'est plus compliqué de créer un vrai lien émotionnel avec elles. Ouais. Donc c'est pour ça que nous, ici, ce qu'on recommande beaucoup, c'est de combiner, en fait, ces 2 outils. Okay. Et c'est ce que tu fais aussi, c'est d'utiliser à la fois du contenu court et du contenu long pour que le contenu court amène vers le contenu long. Est-ce que ça dépend aussi de ta cible? Parce que moi, si par exemple je cible, je dis une connerie, hein, peut-être j'ai envie de cibler les gens qui ont plus de 60 ans sur du, je sais pas, sur des semelles orthopédiques, je sais pas quoi, enfin je dis quelques conneries. Ma cible, il est pas sur les réseaux sociaux. Tu penses? Je pense pas. En tout cas, je dis un exemple, par exemple. Tu vois. Est-ce que, par exemple, si je prends TikTok, je pense qu'il y a plus de jeunes sur TikTok que les 45, 50. Et généralement, ces gens-là, est-ce qu'ils vont consommer du short? Je suis pas sûr, en fait. Ils aiment bien écouter peut-être des podcasts, peut-être regarder des vidéos un peu plus longues ou du format écrit, en fait, sur LinkedIn. Est-ce qu'il n'y a pas un lien avec ça, en fait? C'est sûr que les plus jeunes passent plus de temps sur les réseaux sociaux. Okay. C'est une évidence. Mais par contre, je dirais pas que les vieux n'y sont pas du tout. Tu vois, aujourd'hui, notamment, je pense aux publicités sur Facebook, etc., ça cartonne surtout sur un public de plus de 45-50 ans. Okay. C'est aussi, moi je le voyais d'ailleurs quand je bossais chez Google, etc., les boîtes qui ciblent ces business-là, c'est les boîtes qui ont les meilleurs taux de conversion, qui ont les meilleurs taux de clics sur les annonces, etc., parce que c'est une audience qui est pas familière avec le fait que ce soit une publicité. Okay. Tu vois, qui va facilement dire tiens, je suis tombé sur ce site, je clique, ça a l'air génial, j'achète. Tu sais, à moins remettre en question et à moins essayer d'être dans un parcours d'utilisateur. Attends, mais j'ai vu cette boîte, d'abord je vais regarder 3 comparatifs sur YouTube, je vais aller chercher des avis clients sur Trustpilot, etc. L'utilisateur lambda de 20-30 ans est un peu plus comme ça. Okay. Donc mais créer du contenu, évidemment que les jeunes y passent plus de temps, mais aujourd'hui vraiment YouTube, Instagram, il y a beaucoup de personnes de 40, 50, 60 ans qui sont sur Instagram et sur YouTube. Okay. Ma grand-mère est sur TikTok. Okay. C'est vrai. Parce que peut-être c'est pour ça. Elle aime bien te regarder. Elle ne regarde pas que moi. Elle te voit sur TikTok plus qu'à la maison, donc il dit regarde des petits commentaires parfois. Bisous mon chéri. Non, c'est bien. Mais de l'autre côté, est-ce que la création de contenu c'est donné à tout le monde de tout âge en fait? Ou est-ce que c'est pas... Maintenant, on dit dès que tu as plus de 40 ans, j'ai pas envie d'écouter, j'ai envie d'écouter un jeune. Alors, c'est marrant que tu me dis ça parce que quand je me suis lancé sur cette activité, j'ai pas mal de clients qui sont venus me voir qui ont 45, 50, voire plus, qui sont âgés, je mets des guillemets, hein, désolé les personnes qui nous écoutent qui ont 50 ans, mais qui sont plus âgés que le créateur de contenu moyen qu'on peut imaginer. Et qui justement... je te donne un exemple, j'ai une cliente qui est formatrice en anglais, qui apprend qui forme notamment des dirigeants de boîte à être plus fluent, tu vois, pour mieux gérer des relations internationales, etc. Elle fait ça depuis 20 ans. Et elle a dit, je suis consciente qu'aujourd'hui, si je veux attirer des profils encore plus qualifiés, encore plus premium, etc., je dois avoir une présence digitale qui est forte. Le CEO de 50 ans, il va payer plus cher, il va être plus intéressé pour bosser avec la formatrice en anglais qui a 20 ou 50 000 abonnés sur Instagram, qui fait des vidéos pour montrer son expertise, éduquer son marché, etc. Et elle en est consciente. Et même si elle n'est pas du tout native de TikTok, de Instagram, de comment je fais des vidéos, je fais des vidéos virales, des vues, des likes, des machins, elle a la volonté de le faire et d'apprendre. Ok, ouais, c'est bien. Ok, très bien. Et, est-ce que c'est facile maintenant de créer du contenu qu'avant, maintenant avec l'IA Ou c'est dur parce qu'il y a de la concurrence?
Ouais, en fait, Enfin, tu m'as dit tout à l'heure, c'est facile. Désolé, je t'ai coupé. C'est facile de créer, mais c'est dur d'aller rester, on va dire, sur la... comment dire tenir sur la durée. Tenir sur la durée et surtout de faire du contenu viral. Mais est-ce que c'est facile? Qu'est-ce que tu en penses? Toi, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu utilises l'IA dans ton parcours de création de contenu? Oui. Comment tu le fais? Comment tu l'utilises? Est-ce que tu as des outils que tu mets en place pour t'aider en fait, au quotidien? Ouais, en fait, je voulais te dire, pour répondre à ta première question, j'ai envie de dire, c'est devenu tellement facile que ça en devient dur de vraiment se démarquer. Tu vois, tu disais aussi, si je vois qu'un post ChatGPT, je swipe. Et ça m'arrive, tu vois, parfois des personnes qui me disent ah bah ouais, je vais me lancer sur LinkedIn, je veux parler admettons, de tech, d'IA. Je vais créer une automatisation, ça va prendre les derniers articles, ça va faire un mélange et ça va tous les jours partager un post LinkedIn des dernières actus. Je dis mais ça on s'en fout en fait, personne ne va le lire. Ça va pas marcher. Ce qui compte c'est quoi ton avis, c'est quoi ta lecture de cette information, pourquoi c'est important, pourquoi je devrais m'y intéresser. Et donc le piège, c'est que c'est devenu tellement facile que les gens pensent que c'est facile parce que créer du contenu, littéralement sortir un contenu, c'est simple. Tu ouvres ChatGPT, dans 2 minutes là tu peux avoir un post LinkedIn qui est sorti. Est-ce que le post il est bon? Ça c'est autre chose. C'est autre chose, ouais. Et pour la vidéo, on est presque là, avec des outils comme Agen, CapCut, Captions, etc. Tu peux littéralement faire un prompt, fais-moi une vidéo de moi qui raconte ça. La vidéo est sortie dans 2 minutes. Ouais. Donc c'est tellement facile que ça en devient dur de trouver le bon ton, le bon message, le bon format, et de vraiment se différencier. Un mot par rapport à ça sur l'IA, aujourd'hui, j'ai vu que sur YouTube, ils ont annoncé qu'ils n'allaient pas monétiser les contenus générés à partir d'IA. Je sais pas si tu as vu passer l'info. Non, pas du tout. Mais tant mieux. Hein. Ouais, donc ça veut dire qu'en gros, si t'es les fameuses chaînes faceless où c'est juste en gros un enchaînement d'images qui passe avec une voix d'IA derrière qui raconte un truc, ça ils ont dit, c'est pas du contenu qui est original, qui est authentique, vous n'allez pas être rémunérable. Vous pouvez continuer à le faire, mais on considère pas que ce soit du contenu qui soit rémunérable. Ouais. Au passage, TikTok a fait quelque chose d'assez similaire. Pareil, ils veulent du contenu uniquement qui est original. Et ça, je pense que c'est bien, c'est important si on veut pas se retrouver inondé de... Enfin, même, je pense, sans ces règles-là, je pense que l'audience fera son tri, tu vois. Ok. Est-ce qu'ils veulent pallier au fait qu'il y a une peur que l'IA va remplacer l'humain dans la création de contenu? Est-ce que tu penses que ça va arriver un jour? Au moins les métiers qui sont autour. Ouais, des métiers qui sont autour, c'est sûr, et c'est déjà le cas. Sur plein d'usages. Mais par contre, tu vois, je pense que un contenu créé par un robot n'aura pas du tout la même saveur qu'un contenu créé par un humain, ouais. Même si le fond est le même, tu vois. Quand tu ouvres YouTube ou Instagram, tu ouvres pour aller connecter avec des humains, prendre des nouvelles de tes créateurs préférés, regarder c'est quoi la dernière vidéo de, j'en sais rien, de Léo Duff, de McFly et Carlito, de Squeezie, de qui tu veux, ou même, là c'était des mecs divertissement, mais ou même de trucs un peu plus sérieux, d'entreprise, etc. Je pense que ça aurait pas la même valeur si c'était uniquement du truc fait par IA. Okay. Il y avait une citation de Alexandre Astier, tu vois que c'est c'est un acteur français qui a joué dans Kaamelott, qui faisait au micro sur Hot Ones, qui disait j'accorde de l'importance à un contenu fait par un humain, à de l'art, parce que je sais, ce qui est beau, c'est que l'être humain a ressenti le besoin de créer ça. Tu sais, de se dire, en fait, moi en tant qu'être humain, en tant que créateur, j'ai ressenti le besoin de coucher ça sur papier, de créer cette œuvre, entre guillemets, ne serait-ce qu'un post LinkedIn. Ouais. Là, c'est Abder qui a pris du temps dans sa journée là pour écrire un post et pour me raconter un truc. Ouais. Oh, je vais lire quelque chose. C'est ça qui est fort. C'est pour ça que moi, quand je scrolle, en fait, quand je regarde un petit peu, quand je suis sur du contenu vertical, c'est pas vraiment le hook qui m'intéresse, c'est ce que j'ai un coup. Généralement, moi, je reste souvent, dès qu'il y a une vidéo, je reste un peu plus longtemps.
pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il raconte. Peut-être il y a de la valeur derrière, parce que je sais qu'il a pris le temps d'exprimer. Peut-être qu'il n'est pas bon pour captiver, mais quand même, il a de la valeur, il a quelque chose à dire. Donc après, ouais, c'est vrai que tout le monde ne fait pas ça, donc c'est dur. Et toi, tu mets des outils en place pour automatiser un petit peu tout ce qui est autour de la création de contenu? Ouais, alors, ouais, j'ai pas mal de choses. Montage, effectivement, on utilise certains outils qui sont assez puissants. Automation, un petit peu de make.com pour connecter plein d'outils entre eux. Du chat GPT. Moi, je m'en sers vraiment comme d'un assistant, plus que d'un rédacteur. Tu vois. Ce que je vais faire parfois, c'est je fais une note vocale à chat GPT. Je dis, je voudrais faire admettons un post LinkedIn sur ça, sur tel sujet. Voilà ce que j'en pense, voilà le message que je veux faire passer. J'aimerais bien que les gens comprennent ça. J'avais pensé à ça pour la structure. Rédige-moi un brouillon de ce post. Il va me faire un brouillon. Je vais dire, ça j'aime bien, ça j'aime pas. Parfois je fais vraiment tout en vocal. Cette phrase-là elle est bien, mais change cette tournure. Et pour l'accroche, propose-moi 5 accroches différentes parmi lesquelles je pourrais choisir. Tu vois, je vais lui donner un peu vraiment plein de matière pour qu'il puisse faire un premier jet. Et après, il faut toujours mettre le dernier petit coup de vernis à la mano, tu vois, avant de publier, généralement. Mais donc, ouais, je m'en sers beaucoup. Ok, ça marche. Et pour gérer du multiplateforme, qu'est-ce que tu conseilles, par exemple, par type de média, en fait, par exemple TikTok ou Short sur YouTube, ils n'ont pas la même description. Donc, il y a des choses à faire. Il y a des outils pour ça ou toi, tu t'adaptes La question, c'est quoi? C'est par rapport aux descriptions? Ouais, par exemple, je te prends mon cas. J'ai un chart que je publie sur toutes les plateformes. Ouais. Est-ce que je dois l'adapter ou je dois mettre la même chose partout? Non, tu peux publier le même partout. En fait, c'est pas... les algorithmes sont sensiblement les mêmes. Ils vont mettre en avant, ils vont récompenser la même chose. Tu captes l'attention et les gens qui restent jusqu'au bout. C'est les 2 critères principaux, peu importe la plateforme. Donc tu peux te permettre de poster la même chose. T'as pas intérêt à dédier de l'énergie et du temps à modifier les vidéos pour telle et telle plateforme. Ok, ça marche. On va conclure avec un quickfire. Je vais te poser des questions tac au tac. On va essayer de sortir la flamme entrepreneuriale. Est-ce que tu as un livre qui a changé ta vie, que tu conseilles à tout entrepreneur? Un de mes livres préférés, c'est Les 4 accords Toltec. Je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. C'est un livre c'est pas du tout un livre entrepreneurial, c'est plus un livre un peu de développement perso / philosophie, qui donne 4 accords de vie à suivre. Alors, je vais essayer de les réciter. Le premier, c'est je sais plus si c'est l'ordre, mais ne fais jamais de suppositions, aie une parole impeccable, fais toujours de ton mieux, et j'ai oublié le 4e. Mais bref, c'est des trucs tout cons, tu vois, et c'est un livre qui est assez rapide à lire, qui permet de mener une vie plus paisible. Ok, là c'est bien, ça résume. Et si tu devrais commencer tout à zéro, tu commencerais par quoi? Je recrée un compte Insta. C'est la base. Par ça. Ok, pas TikTok, pourquoi? Insta, c'est le meilleur réseau, je pense, c'est le plus complet. Okay. Sur Insta, tu as les stories, c'est ultra puissant. Les stories, on ne regarde nulle part ailleurs. Format Reels qui permet de te faire connaître, les stories pour engager et les DM pour vendre. Okay. Les ventes se passent dans les DM. Ok, ouais, très bien. Est-ce que tu as un entrepreneur ou un CEO que tu suis au quotidien? J'en ai pas mal. J'aime bien les formats récents qu'a fait Guillaume Moubèche sur YouTube. Ouais, j'ai regardé aussi. Ouais, très raw, comme on dit, très brut. Avec son iPhone, il fait l'affaire. C'est ça fait le job. J'aime bien regarder ce qu'il fait. Ah non, moi aussi, c'est rafraîchissant, tu vois, de voir des choses comme ça. Je vais dire lui. Ok, très bien. Écoute, merci. Est-ce que ça t'intéresse de revenir au podcast dans un an, peut-être? Ouais, carrément, avec plaisir. Ce que tu... surtout si comment tu progresses. Le pari est tenu, je reviens avec grand plaisir. Si pendant un an, tu fais toujours des épisodes et t'as tenu le truc, ça veut dire que dans un an, ton podcast... Il cartonne. Il cartonne, exactement. Mais même sans cartonner, juste
toi, tu cartonnes parce que tu as la discipline de le tenir. Marche. Avec grand plaisir. Merci pour l'invite. Mais en tout cas, merci. C'était un échange intéressant. C'est marrant. On se connaît déjà parce qu'on se côtoie ici. Du coup, c'est plus facile de discuter avec toi. En tout cas, merci pour ton partage transparent. Merci à toi. Et à bientôt, j'espère. Carrément. Merci Abder. Salut. Ciao.